Le manteau blanc s'étire sur des milliers de kilomètres, tout en relief vallonné marqué seulement par les ombres des hommes et d'autres créatures qui foulent de leurs pas cet épais tapis immaculé. À peine leurs traces s'impriment-elles dans le sol glacé qu'elles disparaissaient déjà, balayées par le vent poudreux et les tempêtes de neige. Vivre au nord n'est pas chose aisée, nombre de sauvageons pourraient le dire. Du mur jusqu'à Winterfell, on ne cesse de le répéter, parfois sur le ton de la plaisanterie. Oui, l'hiver vient, et en effet, il ne vient pas seul. Femmes et hommes dans cette région extrême des 7 couronnes sont habitués à la rudesse du froid. Pour autant, ils craignent les périodes hivernales comme la peste, ces longs moments où le soleil est quasi inexistant, où les récoltes s'amenuisent et où des créatures terrifiantes, dit-on, peuvent prendre vie. Dans l'univers de Game of Thrones, les étés et les hivers peuvent durer longtemps, très longtemps, jusqu'à plusieurs années. Et sur cette toile de fond se greffe la quête du royaume. Ce thème de l'opposition aussi manichéenne, semble-t-elle au premier coup d'œil, se retrouve au cœur de nombreux mythes. Dans toutes les civilisations depuis la Grèce archaïque jusqu'à la formation de la pensée judéo-chrétienne, les hommes observent ce qui les entoure avec un regard où se manifeste une échelle de valeurs entre le bien et le mal. Plongeons-nous dans les grandes épopées grecques. Le difficile retour d'Ulysse à Ithaque dans l'Odyssée, où le roi marin se place en contradiction avec des créatures maléfiques qui tentent de lui barrer le chemin. Et bien avant cela, la guerre de Troie, où les Achéens, les Grecs, bienfaiteurs, se liguent pour sauver l'honneur de Ménélas contre les Troyens. On a enlevé Hélène, la belle Hélène. Il faut venger le roi de Sparte, et si on récupère Hélène, c'est encore mieux. Les dieux eux-mêmes pris au jeu se placent dans une situation d'opposition. Poséidon, Athéna, Hermès et Héphaïstos contre Apollon, Artémis, Arès et Aphrodite. Cette dualité existe depuis l'origine de la mythologie, elle en est même la raison d'être, qui justifie l'existence des hommes, ces mortels qui constituent une copie faussée des dieux. N'en déplaise à Prométhée. Les généalogies divines, celles dessinées par Hésiode au 8e siècle avant Jésus-Christ, justifient la création des dieux comme le fruit d'une opposition entre la terre, Gaïa, et le ciel, Ouranos. À l'origine du monde, les dieux étaient continuellement serrés l'un contre l'autre, et résultat des courses, le ciel ne cessait d'enfanter la terre. Une grossesse permanente bien déplaisante. Mais un beau jour, l'un de ces joyeux rejetons, Cronos, le futur papa de Zeus, se saisit d'une faucille et trancha le sexe du ciel. Ce dernier, de douleur, s'éloigna immédiatement de la terre pour ne jamais redescendre. L'opposition entre deux États est une constante dans Game of Thrones, celle entre le bien et le mal, celle entre les sauvageons et les autres humains, celle entre la vie et la mort. Mais c'est bien la dualité du feu et de la glace qui fonde l'univers si particulier de la saga. Dès l'épisode pilote de la série, le spectateur a le ton. Le froid du Nord s'oppose violemment à la douceur de Port-Réal, et plus encore à celle d'Essos où Daenerys se plonge dans un bain qui devrait normalement l'ébouillanter. La première image que le spectateur a de la jeune femme nous donne un indice de poids sur le final de la première saison. Non, la fille d'Aerys II, dit le roi fou, ne craint pas les flammes. Elle a dans le sang le feu du dragon. Le parallèle entre feu et glace est permanent tout au long de la saga. Il est marqué par la marche en forme de quête que mènent d'un côté Daenerys et son clan en direction du donjon rouge, et de l'autre, les marcheurs blancs vers Port-Réal également. Ce parallèle se brise à l'instant même où les deux éléments s'affrontent à la fin de la saison 7. La puissance de feu que crachent les dragons de la prétendante au trône qu'on pense invincible est soudain écrasée par la justesse du tir du roi de la nuit. Viserion, transpercé par la lance de glace, glisse lentement vers les profondeurs et disparaît sous le manteau blanc. Ce combat symbolique attendu depuis la naissance des dragons marque la fin de cette double quête. Avec Viserion transformé en spectre, l'armée des morts peut enfin traverser le mur, quand Daenerys, elle, se rend pour la première fois à Port-Réal. Cette dualité prend en fait ses sources
dans le mythe nordique du Ginnungagap, qui raconte là encore l'origine du monde. Elle est au cœur de Voluspa, poème composé au Xe siècle. Le Ginnungagap était un puits sans fond qui précéda la création du cosmos. Il séparait deux univers opposés. D'un côté, le monde de glace, Niflheim, et de l'autre, le royaume du feu, Muspelheim. C'est la rencontre des deux éléments qui permit la création du monde des hommes. Un géant de feu, seul être vivant du Muspelheim, s'y ennuyait franchement et passait son temps à envoyer des flammes au fond du gouffre. La glace fondit et la chaleur qui s'en échappa créa Ymir, dont le corps se servit à faire naître Midgard, le domaine des hommes. Voluspa dresse un parallèle avec le Ragnarok, prophétie de la fin du monde, où les éléments, à l'opposé du mythe de la création, ont désormais une fonction où le froid tient un rôle central. Peu avant la disparition des hommes, mais aussi des dieux et d'autres créatures magiques, un hiver de 3 ans envahira le monde. C'est bien cette même prophétie qu'annoncent les Stark et la garde de nuit. L'hiver vient. Et aussi terrifiant que cela puisse être, il vient avec une puanteur de mort à en frémir. Dans le mythe du Ragnarok, les flots et le feu finissent la destruction, mais celle-ci n'est pas négative car elle signe la renaissance du monde. Et c'est évidemment le thème judéo-chrétien de l'Apocalypse qui est repris ici, et avec lui des allégories exemplaires dont celle du déluge, au cours duquel un couple humain doit survivre pour fonder une nouvelle civilisation. Dans Game of Thrones, la Renaissance passe par un ensemble de quêtes initiatiques entreprises par une nouvelle génération. Daenerys, qui n'a que 14 ans au début du premier livre, 16 ans dans la série, Arya, 9 ans et 11 ans dans la série, ou Jon, 14 ans et 17 ans dans la série. Pour ne citer que, les anciennes générations s'éteignent progressivement autour d'eux pour leur laisser la possibilité de mener à son terme un Ragnarok symbolique, qui définira les contours d'une nouvelle civilisation basée sur des valeurs qui lui sont propres. Cette initiation s'appuie sur la naissance, en parallèle, de 2 espèces animales extraordinaires, qui marquent l'une comme l'autre la structure narrative du début de la saga et rythmeront la suite. De plus, cette jeune génération doit faire ses premières armes et mener des quêtes pour appréhender le monde et le maîtriser. L'exemple le plus frappant est celui de Bran. Le garçon passe par de multiples étapes avant de se transformer en corneille à 3 yeux. À la fin de la saison 6, la métamorphose est complète. Et c'est ce personnage qui, aidé par son pouvoir d'oracle, un peu comme la Pythie grecque, apportera de nouvelles clés de lecture au spectateur. Dans la saga, la religion très manichéenne d'R'hllor, dont Mélisandre et Thoros de Myr sont des représentants, porte également cette opposition entre le feu et la glace. Les fidèles croient en l'existence de 2 divinités, le maître de la lumière d'un côté, symbole du feu et de la vie, un dieu sans nom de l'autre, associé au froid et à la mort. Ces 2 personnages luttent en permanence l'un contre l'autre, pour le bien et le mal. Et un jour, le mystérieux héros Azor Ahai, choisi par Lor, se réincarna pour détruire le mal. Durant les 7 saisons, l'hiver avance, puis envahit peu à peu Westeros. De plus en plus de sauvageons apeurés prennent la direction du sud en évitant de se retourner, craignant ce qui dort dans la journée et chasse la nuit, comme l'explique Osha quand l'interroge Luwin, le maître de Winterfell. Et pourtant le mal est contenu de l'autre côté derrière le mur. Pour l'instant en tout cas. L'omniprésence de la neige dans le nord offre un cadre d'exception pour un maître de l'horreur. C'est bien la raison pour laquelle l'histoire commence dans la forêt glacée au cœur des montagnes. Nous y découvrons en guise d'apéritif l'existence des marcheurs blancs, ces monstrueuses espèces aux gueules étrangement humaines. Mais pourquoi l'été et l'hiver sont-ils si longs ? Plusieurs scientifiques ont tenté d'apporter une réponse à cette question. Selon Thomas Douglas ou Peter Griffiths, l'activité volcanique serait si importante à Westeros et à Essos que le climat en serait fortement déréglé. Ils prennent pour exemple l'île de Sumatra qui subit en 1883 une très importante éruption, celle du Krakatoa, comparable au fléau destructeur de Valyria, 400 ans avant les événements de Game of Thrones. Les débris causés par le Krakatoa dérobèrent à une grande partie de l'Asie les rayons du soleil,
conséquence des températures en baisse dans le monde durant 5 ans. Autre possibilité, un astéroïde aurait frappé la planète, imposant un brusque climat hivernal. Après tout, le froid, se justifient les deux scientifiques, est à l'origine de la disparition des dinosaures. Et si les explications étaient beaucoup plus simples ? En 2015, George R.R. Martin a raconté lors d'une conférence à Northwestern University que le grand blizzard de 1967 à Chicago lui avait glacé le sang. Il y avait tellement de neige cet hiver-là, reprend le Chicago Tribune, que vous ne pouvez rien voir d'autre. Toute cette neige, toute cette glace, c'était extrêmement froid. Le futur écrivain avait alors 17 ans. En 2 jours, 58 mètres de neige tombèrent sur la ville, paralysant l'ensemble des infrastructures. Une vingtaine de personnes trouvèrent la mort et 50 000 véhicules furent abandonnés dans la rue. Pas aussi terrifiant qu'un bomba de sang avec les marcheurs blancs, mais tout de même un poil traumatisant. Merci à tous d'avoir suivi ce premier chapitre du livre La mythologie selon Game of Thrones. J'espère bien sûr que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de l'amour pour le Nord bien sûr. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo et à en parler autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture et des gros bisous barbus. Ciao les amis.